La traque de l'or bleu est plus d'actualité que jamais. On entend de partout que l'on manque d'eau, mais cela est faux. De la Terre jusqu'aux étoiles lointaines, ce précieux liquide se trouve en abondance. Mais sa forme et son accès varient fortement. C'est pourquoi l'illusion de sa rareté est si tenace. Découvrons donc dans cet épisode les solutions bleues sur Terre et les oasis cachées de l'espace. Depuis de nombreuses années, le climat terrestre subit de profonds changements, dont l'une des fâcheuses conséquences est l'altération du cycle de l'eau. Ce cycle élémentaire est pourtant celui grâce auquel la quasi-totalité de notre consommation d'eau potable est possible. Comment donc obtenir de l'eau potable dans un contexte d'altération du cycle de l'eau ? Rappelons d'abord que le cycle de l'eau, également connu sous le nom de cycle hydrologique, décrit le processus continu de déplacement et de transformation de l'eau à travers différentes phases dans l'environnement terrestre. Il se compose ainsi de plusieurs étapes clés que sont l'évaporation, la condensation, les précipitations, le ruissellement et l'infiltration, et enfin le stockage. Le cycle de l'eau est ainsi un processus naturel et essentiel qui régule la distribution de l'eau sur Terre, en assurant la disponibilité d'eau douce pour les écosystèmes, les humains et toute forme de vie. Ce cycle dynamique est ainsi influencé par des facteurs tels que la température, la pression atmosphérique, l'énergie solaire et les caractéristiques géographiques de la Terre. Les sources d'eau douce sur Terre se trouvent là où l'eau a une faible concentration en sel et est naturellement présente et accessible pour une utilisation par les êtres vivants, y compris les humains. Les principales sources d'eau douce comprennent ainsi les lacs et les étangs, les rivières et ruisseaux, les aquifères, les nappes phréatiques, les glaciers et calottes glaciaires, la neige et bien entendu les précipitations. Actuellement, notre consommation d'eau douce provient essentiellement des lacs et rivières, alimentés à partir de la fonte des glaciers et des neiges, eux-mêmes reformés continuellement grâce aux précipitations, issues, comme nous l'avons précédemment expliqué, du cycle de l'eau. Mais depuis plusieurs années, les rivières s'assèchent, les lacs se vident, et les glaciers fondent plus vite qu'ils ne se reconstituent par manque de précipitations. Il semble donc logique qu'il arrivera un jour où tous les glaciers auront fondu et où toutes les réserves d'eau douce ne disposeront plus de la moindre goutte. C'est de cette projection, malheureusement très probable, que sont issues la majorité des inquiétudes sur l'approvisionnement en eau de la société, faisant ainsi fantasmer certains sur de potentielles guerres de l'eau. Mais rassurez-vous, car même si le bouleversement du cycle de l'eau conduira à l'assèchement naturel de nombreuses régions du monde, l'ingénuité humaine regorge de solutions pour se libérer de notre dépendance au cycle naturel, et ainsi éviter les malheurs qu'une civilisation moins évoluée n'aurait eu d'autre choix que de subir. Aventurons-nous donc dans ces projets actuels et futurs permettant la production d'eau potable en grande quantité. Commençons par aller chercher l'eau là où elle est le plus proche, à savoir vos toilettes. En effet, pourquoi ne pas réutiliser de l'eau déjà à disposition ? Les eaux usées sont collectées à partir de sources diverses, telles que les égouts municipaux, les industries et les systèmes d'assainissement. Avant d'entrer dans le processus de recyclage, les eaux usées subissent souvent un pré-traitement pour éliminer les gros débris, les matières solides et les substances nocives qui pourraient entraver le traitement ultérieur. Les eaux usées passent par un processus biologique de traitement qui utilise des micro-organismes pour décomposer les matières organiques présentes dans l'eau. Ces micro-organismes consomment les contaminants et les convertissent en matières plus simples et moins nocives. Après le traitement biologique, les eaux usées subissent souvent une étape de filtration où des filtres, tels que des membranes, sont utilisés pour éliminer les particules fines, les bactéries et d'autres impuretés. Pour garantir que l'eau recyclée soit sûre pour les usages ultérieurs, une étape de désinfection est souvent mise en œuvre. Des agents désinfectants tels que le chlore, l'ozone ou les rayons ultraviolets sont utilisés pour tuer les micro-organismes pathogènes restants. Dans certains cas, un traitement avancé peut être ajouté pour éliminer davantage de contaminants spécifiques, tels que les nutriments, les produits pharmaceutiques ou encore plusieurs produits chimiques industriels. Une fois traitée et purifiée, l'eau recyclée peut être utilisée pour diverses fins. Cela peut donc inclure l'irrigation agricole, l'arrosage des espaces verts, le refroidissement industriel, votre petite boisson énergisante, la recharge des nappes phréatiques, même si on va pas se mentir, c'est assez rare, voire même carrément le traitement supplémentaire pour l'approvisionnement en eau potable de certaines régions qui ne possèdent pas d'eau potable. En gros, un transfert d'eau. Voilà, donc sur le papier, on a vu que c'est une solution assez intéressante qui présente plusieurs avantages, tels que la préservation des sources d'eau douce naturelles et la réduction de la pollution des milieux aquatiques, mais il convient tout de même de prendre en compte que ça nécessite des technologies de traitement sophistiquées, notamment pour toutes les étapes de purification qu'on vient de voir, qui nécessitent évidemment des normes de qualité très strictes pour garantir que l'eau qui est recyclée soit sans danger pour les usages prévus. Bon, du coup ça en fait une solution tampon, mais clairement pas suffisante pour alimenter toute une population. Nous allons donc passer à la deuxième étape, la deuxième solution drastique, celle de la désalinisation. La désalinisation de l'eau de mer est le processus par lequel le sel et d'autres impuretés sont éliminées de l'eau de mer pour la rendre potable ou utilisable à des fins industrielles ou agricoles. Il existe plusieurs méthodes de désalinisation, mais l'une des méthodes les plus courantes est la distillation par évaporation, également connue sous le nom de distillation thermique. Voici comment fonctionne ce processus. Tout d'abord, l'eau de mer pompée est chauffée pour provoquer son évaporation.
Lorsque l'eau s'évapore, les molécules d'eau quittent la solution salée, laissant derrière elles le sel et d'autres impuretés. Puis vient la phase de condensation dans laquelle la vapeur d'eau résultant de l'évaporation est refroidie dans un condensateur. En se refroidissant, la vapeur se transforme en eau liquide, formant ainsi de l'eau douce distillée. Cette eau douce est ainsi séparée du sel et des impuretés. Vient ensuite la récolte de l'eau distillée. L'eau douce distillée obtenue à partir de la condensation est collectée et stockée pour une utilisation ultérieure. Elle est généralement exempte de la plupart des sels et des impuretés présents dans l'eau de mer d'origine. Mais il existe bien sûr d'autres méthodes de désalinisation, notamment la méthode d'osmose inverse, qui utilise des membranes semi-perméables pour filtrer les sels et les impuretés de l'eau de mer. Une puissante pression projette l'eau de mer à travers ces fameuses membranes semi-perméables qui retiennent les sels et les impuretés. Ces membranes ne permettent que les molécules d'eau de passer à travers, laissant derrière elles les plus grosses particules. L'eau douce qui a traversé les membranes est ainsi collectée et peut donc être utilisée. Les sels et les impuretés qui ont été retenus par les membranes sont ainsi rejetés sous forme de saumure, une solution concentrée de sel. La désalinisation est ainsi une solution très importante pour les régions arides ainsi que les zones côtières qui souffrent de pénurie d'eau douce. Cependant, la désalinisation est aujourd'hui critiquée, car elle peut être énergivore et coûteuse en raison des processus de chauffage ou de la pression nécessaire pour l'osmose inverse. Elle peut également générer des déchets salins concentrés tels que la saumure qui doivent être gérés de manière appropriée pour éviter des impacts environnementaux négatifs. Cependant, je propose de critiquer ces critiques. La désalinisation est aujourd'hui la seule solution technique permettant de produire massivement de l'eau douce. En plus, c'est pas comme si 70% de la surface de la Terre était recouverte d'eau salée. Je veux dire, on la surnomme pas la planète bleue pour rien quand même. Alors bon, ok, ça nécessite de l'énergie, mais encore une fois, le rendement qu'on peut en obtenir est énorme vu la quantité d'eau salée disponible. Et l'argument de l'énergie est encore un autre problème majeur qu'on va devoir traiter. Car aujourd'hui, j'ai l'impression que toutes les solutions pertinentes sont rejetées d'un revers de la main sous le prétexte de l'énergie. Bref, la désalinisation thermique est littéralement la reproduction du cycle de l'eau mais de manière contrôlée, ce qui en fait une méthode très simple et efficace pour permettre à n'importe qui de produire sa propre eau potable à partir d'eau salée. Jusqu'à présent, nous avons vu comment produire de l'eau douce à partir d'eau non douce. Mais est-il possible de créer de l'eau à partir d'autre chose? Par exemple de la matière qui nous entoure. J'espère que vous n'avez pas peur de la chimie, parce que la synthèse chimique de l'eau n'est pas une approche courante ni pratique. L'eau est en effet une molécule composée d'hydrogène et d'oxygène avec une formule chimique H2O. Cependant, la réaction chimique directe pour former de l'eau en combinant de l'hydrogène gazeux et de l'oxygène gazeux nécessite une source d'énergie significative, généralement sous forme de chaleur ou de décharge électrique. La réaction générale pour la synthèse de l'eau est ainsi la suivante. Nous combinons deux molécules de dihydrogène avec une molécule de dioxygène qui ensemble réagissent et forment deux molécules d'eau. Cependant, cette réaction est hautement exothermique, ce qui signifie qu'elle libère beaucoup d'énergie, sous forme de chaleur lorsqu'elle se produit. Pour cette raison, elle n'est pas une méthode efficace ni économique pour produire de l'eau en grande quantité, car cela nécessiterait une énergie considérable pour amener les réactifs à des températures et à des pressions extrêmement élevées. Pour vous donner un petit ordre d'idée, sachez que l'on retrouve notamment cette réaction dans la propulsion des fusées modernes. En effet, la production de vapeur d'eau est un sous-produit de cette réaction de combustion. La vapeur d'eau se forme lorsque l'hydrogène et l'oxygène se combinent et réagissent pour former de l'eau à des températures élevées. En raison des conditions de température et de pression extrêmes dans la chambre de combustion d'un moteur fusée, la vapeur d'eau émise se retrouve à une température très élevée et se condense rapidement en de fines gouttelettes visibles lorsqu'elle entre en contact avec l'air froid de l'atmosphère, formant le panache blanc caractéristique que l'on peut voir lors d'un magnifique décollement spatial. Vous trouvez peut-être que nous avons assez d'océans sur Terre pour produire suffisamment d'eau douce grâce à la désalinisation, mais sachez que ce n'est qu'un début. Notre planète est abondante en eau pour une bonne raison, qui est que l'univers lui-même en est gorgé. En effet, comme nous l'avons précédemment expliqué, l'eau se forme chimiquement dans des réactions à haute température, telles que celles produites par les étoiles. Et oui, cela peut paraître contre-intuitif à première vue, mais ce sont bien les étoiles qui ont créé l'eau aujourd'hui distribuée à travers tout l'univers. Les comètes, ces vagabonds cosmiques composés de glace, de poussière et de roches, se transforment en magnifiques spectacles lorsqu'elles s'approchent du Soleil, libérant des queues lumineuses de gaz et de vapeur d'eau. Parmi les astéroïdes, certains cachent des réservoirs d'eau, qu'il s'agisse de minéraux hydratés ou de glace en surface. Les lunes de notre propre système solaire, comme Europe ou Encelade, suscitent également l'émerveillement en raison des vastes océans d'eau liquide enfouis sur leur surface gelée. Sur Mars maintenant, les calottes polaires témoignent de réserves de glace d'eau, tandis que sur la Lune, des cratères sombres et glacés préservent des dépôts capturés venant de comètes et d'astéroïdes. Même l'espace interstellaire abrite de minuscules quantités d'eau sous forme de glace dans les recoins à proximité de nuages moléculaires. Et enfin, dans les nébuleuses, berceaux stellaires en devenir,
l'eau sous forme de glace joue un rôle potentiel dans la formation des nouveaux systèmes stellaires. Et tant que nous scrutons ces cieux lointains, orientons-nous vers les exoplanètes sur lesquelles de l'eau sous toutes les formes est périodiquement découverte par le James Webb Space Telescope, révélant la diversité des conditions atmosphériques et orbitales de ces mondes extrasolaires. Ce grand tour spatial nous démontre ainsi tout le potentiel d'extraction d'eau à partir des réserves titanesques sous forme de glace et d'eau liquide présentes sur la majorité des astres de l'univers. Nous n'avons donc aucun souci à nous faire pour le futur de l'exploration spatiale, car notre soif d'aventure promet d'être toujours très rafraîchissante. Revenons sur Terre où les solutions les plus pertinentes et efficaces aujourd'hui sont la désalinisation thermique et le traitement des eaux usées. Or, ces deux méthodes requièrent d'importantes quantités d'énergie pour être mises en œuvre à grande échelle. Et c'est d'ailleurs cet argument, celui du coût énergétique de ces solutions, qui est régulièrement mis en avant par les défenseurs du retour au Moyen-Âge. Des écologistes de la bonne conscience. Il est donc impératif de se pencher sur cette problématique de l'énergie, qui est centrale dans l'application de toutes les solutions aux crises de notre époque. Prenez ainsi votre siège pour l'atomisation de la sobriété intellectuelle, car la croisade contre la décroissance neurale ne fait que commencer.